je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Ses fans sont fascinés par ses chemises, mais aussi, surtout, pour ses analyses. Je veux parler de Pierre Jovanovic. Il est avec moi pour ce tueur en série. Nous allons parler de Tokyo Vice, générique. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour cette invitation. La chemise, on la montre un peu à chaque fois dans toutes les vidéos, les commentaires. C'est une chemise turque, voilà, celle-là vient de Turquie. D'accord. Alors vous êtes là pour... vous avez deux bonnes raisons de parler de Tokyo Vice. D'abord parce que vous êtes journaliste, et c'est une affaire de journaliste. Ensuite, vous connaissez très bien le Japon. Oh, très bien, j'ai fait plusieurs séjours. Et vous faites du rameur, et c'est sur le rameur que vous regardez des tonnes de séries. Ouais, j'ai ramé jusqu'à Tokyo, je peux vous dire. Bon, c'est bien. Alors, parlons donc de Tokyo Vice. C'est pas un porno, hein, le nom, il faut pas se fier au nom. Ah, quoique, on n'est pas loin quand même, quelque part. C'est une histoire de prostitution quand même, à la base. Hein. Un petit peu. Oui. On va en parler. Des taxi girls, ce qu'on appelle ce que les Américains appelaient au Vietnam les taxi girls. Ouais, les taxi girls. Voilà. On va en parler justement. Alors, c'est une série américano-japonaise pour HBO Max. La saison 2 vient juste de sortir. Alors, je vous lis le synopsis officiel ou... Allez-y. Alors, bon, je vous lis le synopsis officiel. À Tokyo, le reporter américain Jake Adelstein, âgé de 24 ans, intègre le service de police et justice de Yomiuri. Alors ça, c'est le problème de tous ces films japonais, c'est que les noms sont impossibles. De Yomiuri Shimbun. Shimbun, ça veut dire quotidien. Le journal. Très bien. Et le plus grand quotidien japonais. Alors qu'il collabore avec la police locale, il est contacté par la mafia. Il devient un interlocuteur des Yakuza, tout en continuant d'être un informateur de la police. Mais cette position ambivalente n'est pas sans danger. Bon, alors c'est une série donc sur Canal+, disponible également en VOD. À 99, je crois. Voilà, c'est une autobiographie de quelqu'un de célèbre. Alors c'est vous qui m'avez proposé cette série, pourquoi ? Absolument, parce que c'est l'histoire d'un jeune Américain qui a fait ce qu'on appelle les longues eaux, et qui à 19 ans a déménagé au Japon et a intégré l'université de Sofia, qui est une des universités les plus prestigieuses de Tokyo, et qui donc s'est spécialisé en ce qu'on appelle en littérature japonaise. Alors en France, vous savez, quand vous avez nos gamins qui vous disent je vais faire de la littérature du Moyen-Âge, vous êtes toujours terrorisé à l'idée de se dire mais comment il va finir garçon de café ou voilà, parce que comment trouver du train. Voilà, c'est pas évident. Voilà. En revanche, Jack Adelstein, donc il est né en 69 et pendant 5 ans, donc il a étudié le japonais, il a appris le japonais, mais peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais le japonais en fait est constitué, c'est plus compliqué à la limite que le chinois parce que vous avez ce qu'on appelle deux syllabaires, c'est le katakana et le hiragana, qui sont des syllabaires, c'est des signes spéciaux, un peu comme des idéogrammes, hein, mais qui sont utilisés en fait surtout pour les mots étrangers, c'est-à-dire majoritairement anglais. Et donc maîtriser donc pour un étranger, c'est-à-dire maîtriser donc aussi bien le katakana et hiragana et surtout les 3000 idéogrammes, c'est le minimum syndical grosso modo, pour se présenter au concours
d'entrée. Pour espérer se présenter. Exactement. Et il y a une scène qui est extraordinaire au début du film, c'est-à-dire qu'en fait, il arrive au rendez-vous, il y a tous les Japonais, et lui c'est le seul blanc, c'est le seul occidental, et il y a l'hôtesse qui est chargée de barrer les noms. Je dis, mais vous êtes trompé de salle, monsieur, c'est pas ici. C'est vraiment. Et il lui répond en japonais parfait. La fille, elle est complètement scotchée. Ce qui est même aujourd'hui au Japon, c'est tout à fait. Les Japonais ne sont pas du tout habitués à ce que des Occidentaux parlent leur langue. Ils sont extrêmement honorés parce qu'ils ont ce sens véritable de la grandeur de leur pays. Et quand un Occidental s'est donné la peine vraiment d'apprendre la langue, là, ils sont vraiment très très flattés. Et ce qui est extraordinaire avec Adelstein, c'est qu'il a réussi le concours. Il a réussi le concours à 25 ans et c'est le seul occidental qui parlait donc dont le japonais n'était pas la langue maternelle et qui était embauché exactement dans un journal, alors comment il s'appelait déjà, le Yomiuri, j'allais dire Yomiuri, voilà, Yomiuri Shimbun, pardon, qui est un concurrent de l'Asahi Shimbun, qui à l'époque, alors je vous dis ça de tête, mais à l'époque c'était dans les 20 millions d'exemplaires par jour. Celui-ci doit être à 5-6. C'est des tirages absolument colossaux. C'était des tirages, mais et donc la puissance d'un journaliste japonais, et qui plus est d'un journaliste occidental, et qu'on a mis au service police, c'est-à-dire au service des chiens écrasés, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, police-justice, mais en fait, c'est plutôt les chiens écrasés. Et donc, on voit le démarrage de la carrière de ce jeune journaliste qui est pris en affection par un inspecteur de police japonais. On voit dans la trame de la série. Et on voit, en fait, ce qui est génial dans cette série, c'est qu'on voit la société japonaise de l'intérieur. Voilà. C'est pas vivre ensemble chez eux, là-bas. Ah non. Là-bas, il n'y a pas de vivre ensemble. Les Japonais sont, paradoxalement, en fait, ils tiennent les Occidentaux quand même à distance. Hein. C'est vraiment culturel. Et surtout, il faut saluer l'esthétique c'est vrai. Hein, de la direction. On en parle un peu après, ça. Voilà. L'esthétique du feuilleton est absolument remarquable. Et ça correspond, en fait, à vous savez, toutes ces bandes dessinées japonaises, mais là, c'est du réel, c'est du vécu, et c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez que les plus grands, les plus grands films, les plus grands succès sont en général des adaptations d'histoires vraies. Et là, on va dire, c'est un amalgame de tout ce que Jack Adelstein a vécu en tant que journaliste pendant 15 ans de mémoire dans un service vraiment important d'un journal, d'un grand journal japonais. Et c'est très étonnant de voir les différences la manière dont la presse japonaise suit la police de l'intérieur, ou même elle est convoquée pour des saisies de drogue, etc. Alors qu'il ne viendrait pas à l'idée, ou du moins ce serait rarissime, pour une saisie de drogue ou des opérations extrêmement confidentielles. Hein, on va dire comme ça. S'il y a des films qui sont faits, c'est surtout par la police française ou italienne. Alors que là, tout est ouvert. C'est très curieux. J'ai eu l'occasion d'avoir vu, par exemple, une manifestation, parce que ça rentre dans tout ce qui est police-justice, une manifestation à Tokyo. Je peux vous dire que les Black Blocs ou les manifestations de la CGT à côté, c'est du pipi de belette. C'est du pipi de belette, hein, parce que j'ai vu ça, j'ai assisté, j'ai cru que c'était une armée romaine. Vous savez, c'est avec les boucliers et tout, en mode tortue, et allons-y, on tape sur les flics, quoi. On n'a pas de. Est-ce que je veux dire, quand on dit oui, nos manifestants ils sont méchants, ils tapent sur la police, allez au Japon, vous allez voir. Mais c'est uniquement, alors c'est ça qui est marrant avec les Japonais, c'est uniquement dans le cadre du manif. Alors autrement, la police, alors là, c'est le grand respect, quoi. C'est tout à fait étonnant. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit au Japon, très très peu. C'est quasiment inexistant. Voilà. Il y a comme des yakuza, on va parler des yakuza. Oui, il y a des yakuza, mais comme dans tous les pays.
Alors, Yakuza, qu'est-ce que c'est? C'est une mafia? C'est quoi? Ah bah, c'est la célèbre mafia japonaise. C'est, on va dire, c'est les descendants des des samouraïs qui étaient au XVIIe siècle, qui ont été dissous. Ils étaient à l'époque 3 millions, 5 millions. Oui, ils étaient extrêmement nombreux. C'est des mercenaires là-bas. C'est ça, des mercenaires, ouais. Avec le fameux code de l'honneur. Oui. Il y a d'ailleurs un film qui a été tourné de mémoire, le dernier des samouraïs, qui était d'ailleurs un occidental. Je crois que c'est un américain. Oui, oui. Je crois que c'est Tom Cruise d'ailleurs qui a interprété le rôle. Et là, Tokyo Vice, c'est donc 2 saisons. Et si vous avez aimé le film, alors je crois que de mémoire ça s'appelait Tokyo Rain avec Michael Douglas. Eh bien, on est exactement dans la même ambiance, sauf que là, c'est tourné dans les plus beaux restaurants japonais, dans les quartiers de pêcheurs, en province japonaise. Enfin, on redécouvre le Japon. C'est une carte postale de tourisme japonais, alors que c'était pas le but. Et surtout, un plongeon dans la société très masculine, hein, quand même, du Japon, oui. Où les femmes blanches jouent un rôle absolument colossal. C'est tout à fait extraordinaire. Et toute la série, en fait, est axée sur ces 2 choses. D'un côté, les Yakuza, et de l'autre, les aventures d'une taxi girl. Moi, j'appelle ça des prostituées, mais bon, des prostituées, si vous voulez, qui ouvrent des salons. On va parler ça. Voilà, et qui viennent. Et donc, ce sont les mésaventures ou les assassinats de ces filles qu'on retrouve égorgées dans une poubelle. Voilà, ça, c'est des histoires de Yakuza. Voilà. Alors, ils étaient au XVIIe siècle, donc 500 000, ils sont combien maintenant? Alors, ils sont retombés à 80 000, grosso modo, en 2005, 2010. Et aujourd'hui, enfin, à ce jour, hein, d'après les dernières informations, ils seraient tombés à 20 000, ou 20, quelques 20 000. 28, je crois. Ouais, 28, voilà. Et parce que des lois ont été votées pour empêcher les Yakuza d'avoir un pied dans la société. Oui. Par exemple, vous allez louer une voiture au Japon. Vous arrivez à Narita, à l'aéroport, et voilà, on vous donne le formulaire pour louer une voiture. Eh bien, dans ce formulaire, vous devez certifier que vous n'êtes pas un Yakuza, vous n'êtes pas membre d'une organisation criminelle. Ah oui. Autrement, vous ne pouvez pas louer la voiture. Et si vous ne cochez pas la case, dans ces cas-là, vous êtes considéré en fraude et vous pouvez être arrêté. Alors c'est la même chose quand vous arrivez à l'hôtel. C'est aussi ridicule quand on va aux États-Unis et qu'on doit cocher « Venez-vous dans l'intention d'assassiner le président des États-Unis ». Oui, bien sûr. Oui, vous savez qu'il y a eu un célèbre voyage de presse comme ça. Alors je me souviens plus, c'était IBM ou Digital, où il y avait un journaliste comme ça, c'est la première fois qu'il mettait les pieds aux États-Unis. Et puis alors l'inspecteur, vous savez, la douane, est-ce que vous avez l'intention de commettre un acte terroriste aux États-Unis? L'autre, il le regarde dans le genre, je fais une blague, mais bien sûr, évidemment, vous voyez bien, d'ailleurs, j'avais plein de bombes dans mon sac. Ils lui sont tombés à 10 dessus, ils se sont retrouvés en tôle, ils ont mis 24 heures, 48 heures pour le sortir de là. Ça, c'est parce que les Américains, par-dessus tout, le mensonge, c'est ce qui est de plus criminel, quoi. Oui, un président des États-Unis peut tromper sa femme avec les Lewinsky, c'est pas très grave, mais s'il le cache, c'est beaucoup plus grave. Oui, j'appelle ça la société de l'hypocrisie protestante. Donc ça, c'est plutôt mon approche. Oui. Parce qu'il n'y a pas de pire mensonge que la société, notamment la presse américaine, aujourd'hui. L'ordinateur de Hunter Biden, oui. Hein, je précise. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Jack Adelstein, lui, explique qu'il y a un consensus dans la presse japonaise que, par exemple, si une information porte atteinte aux intérêts supérieurs du Japon, oui. Eh bien, ils se mettent d'accord immédiatement pour ne pas en parler. Voilà. Donc, c'est silence, comme on dit, silence radio. Et à cet égard, la série est vraiment passionnante. Elle est bien surtout. Franchement. Parce qu'elle montre bien, à mon avis, la culture japonaise, qui est vraiment très différente. Ça me fait penser à un truc, je sais pas pourquoi j'y pense ça maintenant, mais il y avait l'ambassadeur du Japon en Allemagne, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il était
est invité à Bayreuth pour Festival Wagner. Pour la festival Wagner, voilà, c'est ça. Et alors, je crois qu'il était à Parsifal, et puis on lui dit, mais quelle est la partie que vous avez le plus aimée? Alors il dit, est-ce que vous avez aimé ça? Il dit, pan, 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 pan. Il dit, non, pas ça, non, ça c'est l'intro. Hein. Avant, il n'y a rien, je vous ai chanté les premières mesures. Donc ils essaient de comprendre ce qu'il a bien aimé, et en fait ce qu'ils avaient bien aimé, c'est quand l'orchestre s'accordait. Ah, ils n'étaient pas encore prêts. Hein. Wagner n'avait pas encore traversé le Pacifique. Voilà. Mais fondamentalement, Pierre Boulez, il a pas fait mieux. Oui, hein. dans les carnets d'oiseaux, je suis d'accord. Je suis d'accord. Concerto pour une porte et une fenêtre. Oui. Hein, c'était annonciateur de l'euro. C'est vrai. Hein, regardez qu'est-ce qu'on a sur les bureaux. On a des portes et des fenêtres. Alors ça, quand même, revenons un peu on chahute là, mais il faut qu'on revienne aux Yakuza. Donc les Yakuza, c'est quand même, me semble, un peu différent de la mafia. Ils ont pas d'armes à feu, ils ont un code de l'honneur quand même. Ils ont des sabres. Ils ont des sabres, oui, c'est ça, voilà. Ils ont des sabres vraiment qui coupent bien. Qui coupent bien, Shogun. Oui. Parce qu'ils ont tendance à faire des beignets de crevettes de leurs ennemis. Ils les découpent en tranches. Non, mais c'est découpé avec, d'une certaine façon, c'est très artiste. Hein. C'est vrai. Vous savez, c'est un peu comme le fameux poisson, là, le fougou. Je sais plus, je crois que c'est ça, hein, le fougou. Vous savez, c'est le poisson qui est empoisonné. Et donc, si le cuisinier fait juste une seule erreur de 1 millimètre à la découpe, il va empoisonner tous ses clients. Voilà, c'est le fameux poisson. Et tous les Japonais viennent tester leur courage pour manger ce fameux poisson qui tue. Alors, je reviens à mes Yakuza. Oui. On fait toujours des petits détours comme ça. Bon, les Yakuza, vous disiez, on doit signer un papier en disant qu'on n'est pas un Yakuza et que, etc. Mais pourtant, c'est une organisation qui, à la différence de la mafia, n'est pas secrète. Non, elle n'est pas secrète. Les personnages sont connus, la direction est connue, il n'y a pas besoin d'enquêter. Non, mais attendez, mieux que ça, il passait à la télé. La NHK, entre autres, hein, je parle de la NHK parce que c'est l'équivalent de l'ORTF enfin l'ex-ORTF pour nous. C'est la télévision d'État, un peu comme la BBC. Voilà. Et donc, au Japon, vous avez même des journaux, des magazines spécialisés dans les Yakuza qui vous donnent l'organigramme de chaque groupe, suivant les villes, Osaka, Kyoto, Tokyo, ainsi de suite, en fonction de ce qu'on appelle les préfectures. Parce que au Japon, aux États-Unis, vous avez des États différents. Nous, eux, ils ont ce qu'on appelle des préfectures qui sont indépendantes. Voilà. Et donc, ils sont extrêmement célèbres. Les Yakuza étaient extrêmement célèbres jusqu'à ce que le gouvernement mette... parce qu'ils ont tellement corrompu les ministres. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est drôle. Hein, ça nous rappelle. Et ils ont tellement corrompu de ministres, il y a eu tellement de scandales monumentaux que finalement ils ont décidé le gouvernement a décidé de stopper tous ces scandales parce que ça éclaboussait évidemment la totalité. Puis il y avait le gouvernement chutait et ainsi de suite. Donc plus la pression américaine. Donc ils ont décidé véritablement de mettre le haut là. Alors par exemple, donc vous arrivez dans un hôtel. Pareil, vous êtes obligé de certifier que vous n'êtes pas membre d'un groupe Yakuza, autrement l'hôtelier est en tort et la personne également. Les banques... Aujourd'hui, vous ouvrez un compte en banque au Japon, vous êtes obligé de certifier, pareil, comme en France maintenant, tout est vérifié. Et donc, si vous appartenez à un groupe criminel Yakuza connu, bien entendu, vous ne pouvez pas ouvrir le compte. Et donc, du coup, mécaniquement, si vous voulez, ils sont passés de 80 000 à 28 000, quoi, ou 30 000, je sais plus. Donc, enfin, ça a été divisé par 3, grosso modo. Voilà. Il n'y a plus tellement de Yakuza. Alors, ils contrôlent, bien entendu, parce que c'est très important. En même temps, rappelez-vous, on le voit dans la série, il contrôle, vous savez, toutes les salles de pachinko. Alors, le pachinko, si vous voulez, c'est une espèce de flipper à l'envers. Vous avez dans genre 200-300 billes, petites billes blanches qui tombent. Et alors vous avez des petits obstacles, on va le voir, on va le montrer. Et puis suivant si vous arrivez en fait, vous allez gagner des lots, etc., etc. Les Japonais sont fous de ça, comme les Chinois sont fous des casinos. En Asie, c'est leur trip. Ça fait un boucan pas possible. C'est ça, Macao. Mais c'est différent. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça.
Ah, Voilà. d'accord. C'est eux qui contrôlent tout ça. Et on voit un club d'hôtesses dans le film. C'est un couple d'hôtesses. Moi, j'appelle ça les hôtesses parce qu'elles font la conversation. Enfin, C'est les plantes vertes. ça veut dire quoi, ça? C'est des plantes vertes. Bah, en fait. C'est des escortes, c'est des putes, c'est des hôtesses, c'est quoi? Alors, c'est tout et c'est tout ça et rien de tout ça. Enfin, c'est très étrange. Parce qu'elles n'ont pas l'air de coucher, en fait. Ce qui est intéressant, ce que le type demande, en fait, c'est que la fille ait de la conversation. Alors, on rejoint le côté geisha. N'oublie pas, la geisha japonaise traditionnelle devait savoir jouer du koto. Alors koto, c'est un truc en peau de chat avec 3 cordes, en bling bling, et puis elle chante une chanson. Voilà, exactement. Au secours. Et donc, mais elle devait tenir une conversation absolument très élégante. Elle devait savoir réciter des poèmes d'amour, etc., des trucs coquins. Enfin bon, bref. Donc. Et aujourd'hui, à Tokyo, à Osaka, etc., la geisha japonaise n'est plus vraiment là, elle a été remplacée par des occidentales, c'est-à-dire des superbes russes, des superbes ukrainiennes. Ah, oui, du moment qu'elles sont blondes, c'est l'idée, hein. Du moment qu'elles sont blondes avec des très beaux seins, par exemple, eh bien, les Japonais vont aller dans ces clubs, discuter avec, juste discuter, soi-disant. Soi-disant ou pas soi-disant? La plupart du temps, soi-disant. Donc après, si l'hôtesse, la plante verte veut être jardinée, après, c'est bon, c'est son. D'accord, c'est son grosso modo, c'est son droit. Mais c'est de la prostitution sans lettres. En fait, c'est toute cette. On est à la frontière, hein, comme on est à la frontière avec les geishas, par exemple. Hein. D'accord. C'est très intéressant. Mais d'où. Et toute la série en fait repose là-dessus. Enfin, il y a plusieurs histoires, comme dans toutes les séries, vous avez 4-5 histoires qui s'entrecroisent. Oui, bien sûr, c'est ce qui permet justement qu'on soit passionné par. Quoi. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Et mais moi, c'est un truc qui m'avait fasciné au Japon. Qu'ils aillent dans un club pour discuter avec une Russe ou une Américaine. Je veux pas, il me viendrait pas l'idée d'aller dans un club pour discuter avec une Japonaise, enfin, ou une Russe ou une Américaine. Je veux dire, c'est très étrange. Mais en fait, il y a la barrière culturelle. Les Japonais veulent voir comment les Occidentaux réagissent. D'accord. Voilà. On est, vous savez, dans ce feuilleton. Il y a un feuilleton qui était sorti dans les années, dans les années 90, et c'était l'histoire de navigateurs hollandais qui se sont échoués sur les côtes japonaises. Voilà. Et c'est comme ça que les Japonais ont appris l'existence de l'Europe et l'existence d'un nouveau dieu qui est arrivé, qui s'appelait le Christ. Et donc, quand ils ont expliqué aux Japonais qu'il fallait manger une hostie dans laquelle se trouvait le dieu. Ils se sont dit c'est plus comme ça, on va vous découper vous en tranches et on va vous manger. Authentique. À propos de religion, vous m'aviez dit que le journaliste américain en question est devenu prêtre, c'est ça? Absolument, il est devenu prêtre bouddhiste, d'une part parce qu'il a eu un cancer. Oui, okay. Il a eu un cancer et c'est la médecine, c'est les hôpitaux japonais qui l'ont soigné, parce qu'au Japon, il y a une sécurité sociale de protection, alors que s'il était retourné aux États-Unis, cela lui aurait coûté au moins 200 000 ou 300 000 $ de soins. Oui. Donc il est resté au Japon et comme il est passé vraiment très près de la mort, il est devenu prêtre bouddhiste. Donc il est capable maintenant paraît-il donc de célébrer les mariages, les enterrements, etc. Enfin toutes les cérémonies officielles. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un tatamisé. Hein, D'accord. Okay. Vous avez beaucoup de Français par exemple qui sont tatamisés. Ce qu'on appelle tatamisé par exemple, c'est par exemple, ils sont mariés avec une japonaise. Oui. Mais les japonaises parlent un japonais de femme. C'est-à-dire que nous, en français, on a du mal à... On a juste... je suis parti, avec un E. Voilà, c'est peut-être un des rares endroits où une femme fait la différence. En japonais, vous avez toutes sortes de formules qui font la différence. Et donc, quand vous avez un tatamisé, en général, le tatamisé parle comme une femme japonaise. Alors, ça amuse follement les Japonais. Bon. Ouais. Non, mais pour toutes ces raisons, c'est un feuilleton... Non, franchement, c'est vraiment bien fait. Il est bien noté. Il est noté 4,3. En plus, c'est beau, c'est des belles images. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est totalement dépaysant. Moi, chaque fois que j'étais au Japon, je veux dire, c'est...
C'est une claque dans la, je veux dire, Ginza, moi j'étais dans des ryokan, vous savez, ces pagodes là, où on dort dans des sacs de couchage, là, dans des futons, hein, Oui. mais c'est absolument sublime, je veux dire, c'est un autre monde. C'est un autre monde, on débarque dans un autre monde. Et la série le montre bien, mais alors elle le montre bien par le seul écueil, si je puis dire, c'est-à-dire à travers la Yakuza et les violences qu'il y a dans ce monde souterrain, si je peux dire, de Tokyo, d'Osaka ou de Kyoto. Très bien. Alors, on va ouvrir une petite parenthèse promo. On peut vous retrouver où? Sur Internet? Comment vous suivre, etc. Un peu de promo pro? Oh, vous êtes adorable. Écoutez, on va voir parce que j'ai des dédicaces là, à la Baule, à Marseille, à Nantes. Donc là, au mois de juillet, puis surtout à la rentrée. Voilà. Donc on va le montrer là. D'accord. Sinon, la revue de presse, le quotidien.com ou jevanovic.com, tout simplement. Voilà, parfait. Voilà. Et moi, vous pouvez retrouver mes musiques également. Il y a un lien dans la description. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Pour une autre série. Oui, absolument. Il faut vraiment regarder. Franchement, c'est vraiment très très bien. Là, on a les vacances, c'est parfait. Ouais, vraiment intéressant. On apprend plein de choses. Voilà. Parfait. À bientôt.